En histoire, on trouve un bon paquet de sanctions, de punitions, etc. Et je suis même certaine que vous avez déjà été curieux de savoir quels étaient les différents types de tortures pratiquées. Pour autant, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet inédit et dont je suis certaine vous n'aurez probablement jamais entendu parler, la damnatio memoriae. Et si je vous disais que la pire condamnation de l'histoire était justement d'être effacé de l'histoire? La reconnaissance, c'est un thème fondamentalement lié à l'homme et énormément abordé en philo. Pour certains, le désir humain fondamental et qui définit la majorité de nos actions, c'est justement d'être reconnu par autrui. C'est le désir de reconnaissance. Ou comme l'a très bien dit Hegel, la conscience de soi ne parvient à la satisfaction que dans une autre conscience de soi. En d'autres termes, vous aurez beau sauver l'humanité à 5 reprises, si personne n'est au courant à part vous, eh ben il y a de très fortes chances pour que votre euphorie ait un très léger goût de frustration. Le besoin d'être reconnu pour ses actes ou pour sa morale est intimement lié avec notre quête d'identité et d'estime de soi, donc c'est un besoin naturel. Les souverains ont de tout temps passé des années à essayer de marquer les esprits, afin de ne pas tomber dans l'oubli, avec des constructions comme par exemple la grande pyramide de Khéops, ou des actions comme les conquêtes ou une opinion publique favorable. Le désir de gloire et de ne pas se faire oublier par les générations futures est plus ou moins ancré en nous, et ça, nos prédécesseurs l'avaient très bien compris. Et c'est dans ce cadre qu'a été inventée une punition terrible, la damnatio memoriae. Le terme apparaît sous la Rome antique et est une punition qui est censée frapper le coupable au-delà de la mort. Alors, même si le mot utilisé apparaît sous la Rome antique donc, c'est une pratique qui est pourtant déjà bien connue, puisque souvent utilisée il y a longtemps, par exemple sous l'ancien empire égyptien, et qui donne d'ailleurs souvent beaucoup de fil à retordre à nos historiens. À l'époque, il s'agissait d'une peine colossale, et réservée plutôt à des hommes politiques ou alors à des traîtres qui auraient fait quelque chose de très grave, une très grosse bêtise. Son but? Effacer toute trace de l'existence d'une personne, faire comme si elle n'avait jamais existé. Cette peine n'était pourtant pas forcément exclusivement une punition. Le mot regroupe plus largement plusieurs actes qui étaient exécutés de différentes façons et pour différents motifs, en fonction des peuples. Et c'est justement ça qu'on va tout de suite découvrir. Déjà, cette punition était parfois considérée comme malédiction. Alors, une vraie malédiction, pour le coup, pas une espèce de truc un peu mystique, etc., puisqu'elle condamnait le traître au-delà de la mort et pour l'éternité. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, même si cette malédiction est beaucoup moins stylée que celle de Toutankhamon, ou que le Homdai dans la momie, elle a tout de même été appliquée à plusieurs reprises et à plusieurs époques. La majorité du temps, la peine était appliquée lorsqu'il y avait des disputes, soit politiques, religieuses, etc. On l'utilisait alors afin d'interdire à la personne qui venait de mourir, ou à sa force mystique, la possibilité d'avoir existé, et ainsi de nuire aux vivants. Par exemple, si un pharaon faisait une sorte de coup d'état, et dégageait de façon pas forcément très propre la personne au pouvoir, il n'était pas rare de voir apparaître une petite damnatio memoriae afin de se protéger du courroux du pharaon défunt qui pourrait être un poil vénère en faisant comme s'il n'avait jamais existé. Mais c'était surtout un véritable instrument politique, puisqu'à l'époque, essayer de faire oublier toute l'existence d'un roi ou un événement, etc., c'était déjà beaucoup plus facile qu'aujourd'hui avec l'ère d'internet. On retrouve ce cas par exemple avec Hatshepsut, reine pharaon de la 18e dynastie, qui s'est fait effacer des monuments et des textes pour être remplacée par les noms de son père et de son frère. Alors non, elle avait rien fait de mal en fait, c'est juste parce que son beau-fils, Thoutmôsis III, voulait effacer la légitimité de sa tante au trône, en supprimant ainsi les preuves du fait qu'elle était l'héritière directe, et permettant ainsi au Thoutmôsis de reprendre au KLM la succession. Et l'utilisation de cette peine comme censure du passé, c'était pas du tout rare. Elle était parfois appliquée pour légitimer une accession au pouvoir, comme on vient de le voir, et parfois pour de la censure historique pure et dure. Par exemple, quand un dirigeant fait un peu n'importe quoi et que ses successeurs tentent de faire effacer sa mémoire afin que l'histoire oublie tout ça, parce que bon, c'était un peu la honte. C'est arrivé par exemple plusieurs fois que le Sénat romain vote la damnatio memoriae envers des personnes tristement connues, d'une part pour maudire leur mémoire, mais aussi pour oublier les preuves des événements tragiques survenus,
connus, comme ça a été le cas par exemple avec Néron, Commode ou le terrible empereur Caligula. Alors même si la volonté de légitimer l'accession du pouvoir ou d'effacer les frasques d'un empereur fou a certainement motivé des condamnations de damnatio memoriae, il faut pas oublier non plus que sa fonction principale restait quand même de punir et de maudire un homme pour ses actes. Cette condamnation, c'était la punition des traîtres, comme ce fut par exemple le cas avec le pharaon égyptien Tchepsékaré. Pour ceux qui auraient un petit peu étudié la 5e dynastie égyptienne, il est vrai qu'on sait globalement pas grand chose sur ce pharaon qui aurait a priori succédé à Néféréfré. Une des hypothèses qui est favorisée concernant ce personnage qui est quand même un petit peu mystérieux, c'est qu'il aurait été un traître, un usurpateur qui aurait pris le pouvoir alors qu'il avait absolument aucune légitimité au trône. Les partisans de la lignée officielle l'auraient donc dégagé afin de rétablir l'ordre de succession légitime, et il aurait été victime de damnatio memoriae afin de le punir de son acte, mais surtout afin de rétablir un petit peu la lignée officielle dans les registres, et qu'elle soit pas entachée par un mec complètement random. À toutes les époques, il s'agissait donc d'un véritable moyen de punition. Elle servait à définir un empereur comme étant un mauvais dirigeant, par opposition par exemple à la consécration romaine accordée par le Sénat aux bons empereurs. Elle avait également une très légère fonction de menace, surtout sous les principats romains, puisque le Sénat possédait ce pouvoir que de définir l'empereur après sa mort, et pour l'histoire avec un grand H, ce qui pour certains les incitait peut-être à essayer d'être de bons dirigeants. Alors pour autant quand même, il existait des sortes de degrés dans cette punition, c'était pas tout le temps la même chose, et ça dépendait un petit peu des peuples et aussi des condamnés. On a aussi bien eu des cas hyper extrêmes comme la damnatio très sévère de Jetta, avec un assassinat organisé par son frère et suivi de destruction de toutes les statues, monuments publics, martelage de toutes les inscriptions, fonte de toutes les pièces de monnaie, rature de son nom dans chaque document, même les privés. Et personne n'avait le droit de prononcer son nom. Mais on a quand même eu aussi des cas un petit peu moins systématiques et drastiques, avec par exemple juste la destruction d'un nom sur un document ou sur un bâtiment. Du coup, vous devez certainement vous demander comment ont pu faire les historiens et les archéologues pour retrouver la trace de personnes qui ont été quand même condamnées à l'oubli. Et ben laissez-moi vous dire que souvent c'est bien le bordel. Parce que oui, la damnatio memoriae condamne surtout les historiens puisqu'elle inflige de graves conséquences sur nos connaissances de l'histoire. Reprenons par exemple le cas du pharaon égyptien Tchepsékaré. Il représente une des plus grosses zones d'ombre de la 5e dynastie égyptienne, puisqu'on sait qu'il a existé et régné comme pharaon, notamment grâce à la découverte de plusieurs empreintes de sceaux aux cartouches à son nom, mais il n'apparaît nulle part dans les cartouches des successeurs. On a retrouvé très peu de documents au sujet de ce souverain temporaire, et au final on sait très peu de choses sur lui. On n'a aucune certitude concernant le début de son règne, et aucune piste pour définir la durée de celui-ci, ou encore son lien avec la famille royale, etc. Ce petit bonhomme va donc donner beaucoup de fil à retordre aux égyptologues, puisqu'il va venir foutre le bazar dans ce qu'on pensait être l'ordre de succession correct pour la 5e dynastie. Cependant, on a quand même réussi à retrouver quelques traces de son passage, comme des empreintes de sceaux retrouvées dans la nécropole d'Abou Sir. C'est notamment grâce à ça qu'on a retrouvé sa trace. Le travail des historiens est donc loin d'être facilité, et c'est un véritable puzzle pour essayer de reconstruire la vérité. Dans le cas de la très lourde damnatio de Jetta, par exemple, il a fallu des années et de très nombreux spécialistes, archéologues, épigraphistes ou encore papyrologues, ainsi que d'une très longue étude du témoignage de Dion Cassius, une de nos principales sources. Même si l'objectif était dans tous les cas la disparition complète et totale de la mémoire du défunt, il nous reste très heureusement parfois des témoignages oubliés, ou une inscription restée intacte, permettant de faire le lien jusqu'à la vérité qui a composé l'histoire. On n'a donc pas fini de faire des découvertes incroyables, et peut-être existe-t-il encore des personnages mystérieux au destin oublié que l'on redécouvrira dans quelques centaines d'années. J'espère que ce nouvel épisode vous aura intéressé, je trouve le sujet passionnant et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer avec cet exemple pourquoi certains pans de notre histoire manquent et aussi à quel point le taf de la profession peut être compliqué. Je vais également faire un truc que j'ai jamais fait et que je fais jamais, à savoir je vais vous demander de mettre un like ou de partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Alors je suis vraiment pas à l'aise à vous demander ça parce qu'en fait je me suis rendu compte il y a quelques temps que sur mes dernières vidéos je faisais à peu près 70 000 vues et on est 170 000 sur la chaîne, donc ça veut dire que je touche à peu près 40% de mon public, ce qui est vraiment que dalle, sauf qu'il y a vraiment beaucoup de travail en fait derrière ces épisodes, il y a beaucoup de travail de documentation, de recherche, d'écriture, etc. Et ça m'embête un peu de pas toucher tout le monde. Alors je demande pas à faire des millions de vues, ça m'intéresse pas, mais juste toucher le public qui s'est abonné à ma chaîne, ce serait vraiment top. Et donc malheureusement on est dans un système où si on n'est pas bien liké, on est moins bien référencé. Je trouve ça triste, mais bon voilà, j'ai envie aussi que mon travail soit regardé, je le fais aussi pour ça. Donc voilà, si ça vous ennuie pas et si surtout vous avez apprécié l'épisode, je vous laisse mettre un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir. Merci à tous pour votre soutien, vous êtes
adorable. Et je sais pas si vous avez vu, j'essaie d'être un petit peu plus régulière. Là, j'essaie d'avoir un petit rythme un petit peu, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tout ça. Personnellement, je trouve que c'est super cool toujours de discuter avec vous. Je le fais beaucoup, donc voilà, je suis présente dans les commentaires si vous vous posez la question. Allez-y. Et également, je voulais dire un spécial merci pour tous les tipeurs qui nous ont rejoints avec le dernier épisode. Les gars, merci infiniment, ce que vous faites, c'est hyper nécessaire. Et vous pouvez vous aussi me rejoindre sur Tipeee, donc à savoir donner une somme pas énorme, hein, c'est vraiment pas forcément énorme, mais ça me permet juste de me soutenir dans mon travail. Si vous appréciez mon travail et si vous avez envie que ça continue, en fait, il faut me soutenir entre guillemets, parce que sinon, bah tout simplement, je pourrais plus continuer si j'ai pas les moyens de le faire. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps et qui prennent la peine de le faire, vous êtes extra. Merci à tous et je vous dis au revoir et à très vite pour de nouvelles aventures.